performance et on doit garantir aussi la sécurité de l'installation et ce qu'on pose des bases d'une exploitation fiable pendant de nombreuses années. Donc, autrement dit, une installation bien réalisée peut échouer si la mise en service a été mal conduite. Donc, pour nous accompagner sur cette réflexion, comme d'habitude, nous avons le privilège d'être accompagnés de 3 personnes, profils complémentaires, qui a dit technique, expertise technique et expérience terrain et une vision globale stratégique du monde des panneaux. Donc, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Les personnes qui nous accompagnent, comme d'habitude, vous connaissez, je suis Graduvin Bamboula, monteur chez PV chez S-Bahn. On aura Latif, notre monteur photovoltaïque et courant fort, et aussi notre invité de ce jour, M. Boris Ouedraougou, qui est Field Service Engineer. Je pense qu'il va se présenter aussi au moment opportun. Donc ensemble, on construit un panel d'intervention qui nous qui promet des échanges riches et concrets directement applicables sur le terrain. Latif, il y a des micros qui sont activés. Est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît? Ok, ça marche. Ok, super. Pendant cette session qui se déroule durant 1h ou 1h30, je vous invite comme d'habitude d'être vigilant, à poser vos questions. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat, à partager vos retours d'expérience et à interagir avec notre intervenant de ce soir. Donc, les meilleures discussions naissent souvent parfois des questions les plus simples. Donc, il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de honte, il n'y a pas, s'il y a des questions, peu importe le genre de questions, n'hésitez pas à poser. Nous vous ferons un grand plaisir de répondre à toutes ces questions. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler une conviction qui nous anime souvent chez S-Bahn. Le soleil fournit chaque heure suffisamment d'énergie pour alimenter l'humanité pendant une année. Donc, notre défi n'est plus de trouver de l'énergie, mais de savoir la concevoir, l'installer et aussi l'exploiter de façon intelligemment. Donc, c'est précisément l'objectif de cette rencontre aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes, soyez curieux et préparez-vous ensemble à exploiter la théorie à la pratique et jusqu'à la partie terrain. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole, comme d'habitude, à Latif qui va nous présenter cette vision de S-Bahn avant de pouvoir revenir donner la parole à notre invité de ce soir. Donc, pour ce, nous lançons la session de S-Bahn Talk ouverte de ce jour. Merci. Ok, bienvenue à tous. Bonsoir, moi c'est Abdel Latif. Je suis ingénieur chez S-Bahn qui organise ce webinaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que S-Bahn? S-Bahn, c'est un bureau d'études en CFO, CFA solaire, puis de technique. Donc, nous intervenons auprès des maîtres d'ouvrage architectes dans tout ce qui est conception de leur installation technique. Quelle est notre vision? Être une référence dans l'accompagnement projet sur le plan ingénierie et aussi sur la formation des agents. Offrir ingénierie de qualité et des formations pratiques. Quels sont nos domaines d'activité? Donc, le CFO, CFA, le solaire, où nous sommes vraiment bien déployés, la climatisation, ventilation, qu'on ne parle pas trop, mais qu'on maîtrise, et la plomberie sanitaire. Ensuite, quels sont nos secteurs d'activité? Nous sommes dans tout ce qui est bâtiment tertiaire, bureaux, établissements, chemin du public et les industries. Voilà, nous faisons aussi de l'électricité industrielle. Donc, quelques projets que nous avons réalisés. C'est une liste qui n'est pas actualisée. Donc, étude d'exécution, ça c'est un projet de la France, le projet 1. Nous avons eu un projet sur le lot CFO, CFA, CVC plomberie. Projet 2, ça c'est en Côte d'Ivoire. Le lot CFO, CFA solaire CVC. Voilà, ça c'est un projet du Burkina, étude d'exécution solaire d'un centre médical communal. Voilà, on a recensé ce projet. Les outils logiciels utilisés, nous avons Cadeco BT, PV6 AutoCAD, Akelios, il y a un nouveau logiciel, il y a Elecalc, on doit ajouter, qui est un très excellent logiciel dans le domaine du solaire.
nos interventions. Nous sommes dans tout ce qui est études, contraintes techniques, les prédimensionnements, dimensionnements, les conseils à maîtrise d'ouvrage, les avis techniques et nous faisons aussi une audit. Donc notre équipe, elle est jeune, constituée de moi-même qui suis directeur technique Abdel Latif. Comme ingénieur solaire, nous avons Grace qui est notre modérateur du jour. Nous avons Dani qui est notre ingénieur CFO CFA et nous avons Ouedrao Ibrahim qui est notre ingénieur CVC plomberie. Comme partenaire, nous avons Atmos Energy qui était là avec nous le webinaire passé, qui est une entreprise française. Nous travaillons ensemble sur le projet de CFO CFA solaire plomberie, Fiber Engineering qui est une entreprise ivoirienne et Nouvelle Horizon qui est notre projet phare du moment sur tout ce qui est formation solaire et électricité. Donc pour nous contacter, c'est simple, le numéro, le mail et sur LinkedIn. Donc je redonne la parole à Grace. La présentation est terminée et excellent webinaire à tous. Merci beaucoup, Latif, pour la parole. Excusez-moi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Ok. Attends, je vais essayer d'envoyer le lien. Je renvoie le lien dans le groupe pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Ok. Alors, est-ce que M. Boris, il est là? Bonsoir. Est-ce que monsieur... Bonsoir. Merci déjà. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour pour pouvoir nous partager votre expérience. Un réel plaisir surtout de vous accueillir sur ce webinaire SBAL. Donc au début, nous allons laisser la parole de vous présenter concrètement avant de pouvoir plancher sur notre vif du sujet de ce jour. Je sais pas si vous avez préparé une présentation. Je sais pas, la fiche ne m'a pas vraiment dit. Donc, on va vous laisser la parole et si vous avez une présentation que vous avez préparée, voilà, le panel est sous votre contrôle actuellement. Merci. Ok, merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir considéré pour ce webinaire. Oui, il y a une présentation que super, merci. J'ai préparée. C'est vrai que je n'ai pas remonté à natif, effectivement. Bon. Je partage mon écran. Super. Ok. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, super, ça marche. Ok. Pour la présentation, je suis Boris Ouedrao, ingénieur génie électrique, spécialiste commissioning et support technique pour les équipes OME. Donc, je travaille chez Sandro. De façon basique, ce que mes journées tous les jours, je donne assistance technique à distance pour les projets qui se trouvent dans plusieurs pays. Ma région de prédilection, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis basé au Burkina en couvrant l'Afrique de l'Ouest. Mais par contre, j'ai aussi des projets qui me sont affectés en Afrique du Sud, dans la région de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Maintenant, ça, c'est quand je suis pas sur site. Quand je suis pas sur site, je fais de l'assistance en ligne. Par contre, quand il y a besoin, je me déplace. Là, actuellement, je suis au Congo. T'es au Congo? T'es au Congo oui, actuellement? C'est Brazzaville ou de la RDC, je sais pas. RDC. Ah, je croyais que t'étais chez moi au Congo. Pas grave. Non, je suis à Brazzaville, je suis à côté. Ah, ok, super. Merci beaucoup. Donc, comme je suis au Congo actuellement, dans une ville Kamoa, je ne sais pas si vous connaissez Kamoa, c'est une mine de cuivre. Donc, actuellement, ils sont en train de faire une installation d'une centrale solaire de 177 MW.
Donc, on est actuellement occupé à faire la mise en service de la centrale. Donc, comme je disais, expertise onduleur, je suis spécialiste des onduleurs string et centraux chez Sandro. Et j'ai de l'expérience au niveau de l'intégration SCADA parce que la mise en service va aussi jusqu'à l'intégration SCADA. Donc, je donne assistance aux ingénieurs SCADA pour l'intégration de nos équipements dans leur système et aussi faire la mise en service de nos équipements en synchronisation réseau et puis dépendance sur site au besoin. Ok, donc le flux d'un projet photovoltaïque, on peut résumer ça en 5 étapes. Donc d'abord, on a l'étude de faisabilité. Donc il y a le projet qui est annoncé, le promoteur de projet, le développeur, comme on le dit, il fait l'étude de faisabilité, il fait le fundraising, et après avoir fait le fundraising, il choisit le PC s'il n'a pas la capacité de faire la construction. Et maintenant, on passe en deuxième étape à la construction. Donc, la construction, c'est vraiment deux grandes phases. On a le génie civil et ensuite, on a en fait la partie électrique. Donc, génie civil, ça va comprendre la clôture, comment on appelle ça, les supports PV. On a même l'installation mécanique des supports, des modules PV. On a l'installation mécanique en fait des onduleurs, des postes de transformation. Donc, cette partie fait partie du génie civil. Par contre, partie câblage et mise en service, là, on est en train de bouger vers la partie électrique. Donc, après la construction, on passe à l'installation des équipements, puis à la mise en service qu'on appelle de façon courante commissioning. Commissioning, c'est la même, mais en français, c'est mise en service. Après la mise en service, donc, on passe à l'exploitation qui va commencer en fait avec le COD. COD, c'est commercial operation date. Donc, c'est la date de mise en service commercial. C'est-à-dire que c'est à partir de cette date que on commence à payer en fait le développeur ou bien le propriétaire du projet en fonction de l'énergie produite. Ok. Donc, c'est quoi la mise en service? La mise en service, en fait, c'est le processus systématique de vérification et de validation technique garantissant la conformité totale de la centrale. Donc, c'est-à-dire que la mise en service de façon basique, c'est il faut qu'on vérifie tout ce qui peut en fait être source de problème à l'avenir. Donc, en ce moment, il faut faire une vérification de tout, c'est-à-dire qu'il faut faire une vérification mécanique, faire une vérification électrique, des modules, de tous les équipements, et aussi en fait, on passe au niveau de l'intégration. Donc, il faut le design d'ingénierie, c'est qu'il faut qu'on respecte le strict schéma, respecte des schémas d'origine. À la construction, à la conception, on a fait des schémas. Et maintenant, à la mise en service, il faut qu'on s'assure qu'en fait, on a respecté ces schémas. Si on n'a pas respecté ces schémas, on comprenne pourquoi on n'a pas respecté ces schémas et est-ce que ce qui est là est acceptable. Donc, aussi, il faut suivre en fait le nombre de constructeurs. En général, le constructeur vient sur site, en général, sauf les constructeurs de modules, pas eux, les constructeurs des onduleurs viennent sur site, les constructeurs des transformateurs viennent sur site. Et en fait, c'est pour donner appui technique à l'équipe qui est sur place pour en fait faire la mise en service. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un deuxième E, parce que quand on construit soi-même, c'est souvent difficile de faire un step back pour en fait revoir et retrouver en fait les erreurs qu'on a commises. Et par contre, quand on a un deuxième E qui vient, qui n'a pas fait partie du projet, c'est plus facile en fait de détecter les anomalies. Ok. Donc, les objectifs majeurs, c'est quoi? C'est la sécurité, la conformité, la performance et la fiabilité. Donc, le succès d'une mise en service ne s'arrête pas uniquement au moment où les équipements sont en marche. C'est-à-dire que ça, c'est déjà bien, mais ça ne s'arrête pas juste là. C'est-à-dire que si avant cela, on a des problèmes de sécurité des personnes, des biens,
qui arrive, on a des explosions, on a quelqu'un qui se fait électrocuter. Là, en fait, on a raté notre mise en service, ça c'est déjà ça, avant même que les équipements commencent à fonctionner. Et après cela, il faut, en fait, les réglages qu'on fait sur les équipements, des réglages de protection au niveau des onduleurs, des réglages de protection au niveau des relais moyenne tension. Il faut que ce soit conforme, en fait, au réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne puisse pas être dans une position où on perturbe le réseau. Donc, en position où on ne perturbe pas le réseau, et aussi il faut qu'on puisse avoir des réglages qui vont, en fait, protéger nos équipements de façon efficace. Donc, la performance, c'est quoi? C'est améliorer sur les performances, parce que récemment, j'ai fait une mise en service. On a fait, en fait, les strings à vide devraient donner autour de 1300 volts. Par contre, quand je mesurais les tensions à vide, j'ai tourné autour de 1180, 1200 autour de ça. Donc, en ce moment, on a déjà un gap de plus de 100 volts. Et cela va nécessairement, en fait, impacter la production. Et quand on a fait la mise en service, effectivement, on n'a jamais atteint, en fait, la puissance qu'on a souhaité atteindre. Donc, il y a deux choses. Soit il y a eu un problème au niveau de la conception des strings, soit le module, les caractéristiques qui ont été données par le constructeur, il y a un problème dedans et qu'il faut en fait aller revoir ces caractéristiques, discuter avec le constructeur des modules pour comprendre pourquoi en fait on a ce gap. Donc, après cela, on a la fiabilité, donc on a la performance et on a la fiabilité. La fiabilité, c'est en fait avoir les équipements fonctionnels le plus longtemps possible sans pas. Donc, si on se rate au niveau de la mise en service, on laisse passer des erreurs, ça peut ne pas se révéler tout de suite, mais à la longue, ça va détériorer en fait nos équipements et nous aurons beaucoup de pannes qui vont survenir. Donc, le flux de la mise en service, on commence bien avant en fait, quand on arrive sur le site. Donc, on commence à discuter avec les constructeurs, c'est-à-dire qu'on commence à discuter avec le PC, commence à discuter avec le développeur du projet pour qu'il s'apprête le site qui soit prêt à notre arrivée. Donc, il ne faut pas qu'on arrive et que, par exemple, on n'a même pas encore fini de faire les scènes, de faire les connexions des strings, de poser les barres de jonction ou bien les onduleurs strings, de poser, voilà. Donc, si on arrive et qu'on se retrouve dans cela, il y a des désagréments et on va rester sur site à ne rien faire et en ce moment, ça crée des coûts supplémentaires. Donc, on discute avec le client, on lui dit, voilà, c'est quoi un site prêt pour nous. Donc, on lui partage les checklists, on lui dit, il faut te référencer à ça et tu vois, est-ce que, à ce stade, est-ce que tu penses que tu es prêt? On peut aussi demander souvent des photos pour confirmer que, en fait, effectivement, les choses ont été installées, connectées. Et voilà, on peut venir sur le site. Donc, une fois qu'on est sur le site, on fait quoi? On fait des inspections visuelles et des contrôles mécaniques. Donc, les contrôles mécaniques, c'est connexion des câbles au niveau des onduleurs strings, au niveau des boîtes de jonction. Et ensuite, des boîtes de jonction vers nos onduleurs centraux. Donc, les boîtes de jonction, c'est quand on a, dans le cas des onduleurs centraux, mais par contre, les onduleurs strings, pour les onduleurs, on va en fait au poste de transformation. Donc, le poste de transformation, on a un stock, c'est-à-dire qu'on a une valeur de stockage qu'on demande. Aussi bien au niveau des onduleurs, des boîtes de jonction, et ça aussi, c'est en fonction des câbles qui ont été connectés et en fonction des écrous qui ont été utilisés. Donc, tout ça, il y a une checklist qu'on va regarder. Ensuite, on a les tests électriques, donc on a mesure de tension des strings. Chaque string va être mesuré, la tension positive, négative, la tension positive, la tension négative. Donc, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de confirmer que la tension des strings est on dit meet the requirement, c'est-à-dire que cette tension se trouve dans la plage acceptable pour nos équipements. Déjà, ça c'est un. Est-ce que la tension est trop faible et qu'on ne va pas démarrer ou bien on ne va pas être dans la plage interprétée, c'est-à-dire le maximum PowerPoint tracking et qu'on aura des pertes?
Tout ça, c'est des trucs. Et le deuxième avantage, c'est que euh, euh, la mesure positive et négative va nous permettre de voir est-ce qu'on a un problème d'isolement franc. Donc, c'est-à-dire que si on a un isolement franc, le positif, par exemple, si on a positif qui se relie à la Terre, en ce moment, quand on fait la mesure de tension positive, on va avoir 0 volts. Par contre, négatif, va nous donner en fait la tension qu'on a mesurée au niveau de positif et négatif. Donc, ce moment, déjà, on détecte que ce string-là a un problème. Aussi, un autre avantage, c'est qu'on essaie de voir est-ce qu'on n'a pas une différence de tension trop élevée entre les strings. Parce que une autre chose, c'est que quand on a une différence de tension trop élevée, il faut savoir que les strings, en fait, vont sur le même basse, c'est-à-dire que le même jeu de bas. En ce moment, le string avec la plus faible tension va en fait recevoir du courant. Donc, on appelle ça backfeed current. Et cela, c'est vraiment sérieux, en ce sens que ça peut même endommager nos équipements, ça peut endommager les strings si ce n'est pas bien protégé. Donc, l'étape 3, c'est l'étape de la mise sous tension, MT et alimentation des auxiliaires. Donc, on va alimenter les auxiliaires, on va ajouter nos équipements à nos équipements de communication, c'est-à-dire qu'on va ajouter nos boîtes de jonction ou bien nos auxiliaires à notre SIO, donc c'est-à-dire que notre carte intelligente, et on va en fait tester la communication aussi, SCADA mot de passe. Étape 3, test fonctionnel de l'onduleur, de protection réseau et équipement de protection transformateur. Donc, en ce moment, test fonctionnel, l'onduleur, on augmente la puissance graduellement pour observer le comportement de l'onduleur à différents niveaux de puissance avant, en fait, c'est juste une première fois, il faut qu'on aille de façon graduelle pour ne pas se retrouver à faire face à de grandes conséquences. On est toujours à une puissance minimale, même s'il y a des cas, bon, ça va être plus gérable que si on passe directement à 100% et puis on a des problèmes. Aussi, c'est là où on peut aussi tester les protections en fait, qu'on a mis au niveau de notre relais et aussi les équipements de protection de notre consommateur, en ce sens, la pression. Il y a la valve de pression. Est-ce que si on soulève la valve de pression, est-ce que le disjoncteur se déclenche? Est-ce que quand on joue avec la température, l'indicateur de température d'huile et l'indicateur de température des enroulements, est-ce que le disjoncteur déclenche? Et tout ça, c'est on s'assure que notre équipement fonctionne comme il doit, et ensuite maintenant, après ça, on passe à l'étape 5, énergisation et puis injection. Donc, l'élément impératif à vérifier, c'est mécanique, serrage de coupe, requis des connexions, acheminement des câbles électriques, polarité des chaînes, résistance d'isolement et mise à la terre. Donc, la mise à la terre, au niveau des onduleurs, on a une mise à la terre à faire, au niveau des boîtes de jonction, on a une mise à la terre, au niveau des postes de transformation, on a une mise à la terre, et chez Sandro, on demande à ce que la mise à la terre soit au maximum, la mise à la terre plus élevée, soit au plus 4 ohms. Donc, on veut une mise à terre de plus 4 ohms, sinon moins. La sécurité présente des étiquettes du danger, barrière sécurité en place. Ok, la mise en service de l'onduleur, premier démarrage, initialisation système sur configuration initiale du firmware de l'onduleur, intégration des paramètres réseau. Cela, on ressent en fait cela de l'équipe qui a fait l'installation de la centrale, parce que chaque réseau est différent de l'autre. Donc, il faut que c'est celui qui fait l'installation, qui était dans le pays, qui connaît en fait, qui a discuté avec le propriétaire du réseau, qui connaît quels sont les requirements du réseau, et en fait, en ce moment, il va nous fournir les protections qu'il veut mettre au niveau des onduleurs pour ne pas perturber le réseau. Donc, on reçoit cela et une fois qu'on reçoit, on met ça en fait au niveau des onduleurs et puis aussi au niveau des relais. Contrôle de communication, c'est vérification de la communication, surtout mode basse. On a mode basse, mais on a aussi AIC 104 en fonction du choix du client. On a aussi GOS, on a même mode basse, on a mode basse TCP et puis on a mode basse RTU. Donc,
il y a cela, on fait la cartographie SCADA complète des alarmes critiques. En ce moment, bon, nous, on agit comme le backbone, c'est-à-dire qu'on donne support au cas où, sinon le système SCADA doit être entièrement fait par le client. Mais il arrive qu'il essaie d'avoir accès à des données mais qu'il n'y arrive pas. En ce moment, on vient et puis on regarde ensemble quel est le registre que vous voulez dans quel registre vous voulez lire, qu'est-ce que vous voulez lire, et on regarde qu'est-ce qui, en fait, vous mettez mal ou bien qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour cela, on utilise le logiciel Modbus Pro, qui est un logiciel très intéressant. Une fois qu'on est connecté, on utilise ce logiciel, en fait, pour lire directement sur l'équipement. Une fois qu'on arrive à lire correctement les données, ensuite, on dit au client, voici comment il faut lire. Et s'il y a toujours un problème, bon, en ce moment, en fait, peut-être qu'il y a un problème au niveau de logiciel du client ou autre chose, mais pas de notre chez nous. OK. Donc, réseau de supervision, c'est-à-dire qu'un onduleur, un équipement sans supervision, c'est un enfermé pour l'exploitant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui se passe là-bas. L'onduleur peut être en train de brûler, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il y a un onduleur qui brûle. Franchement, c'est pas rare. C'est pas rare. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'œil sur les équipements, avoir quel est l'état de communication, quelle faute est en train de reporter, quelle alarme l'onduleur est en train de donner, le transformateur. Il faut vraiment suivre de façon vraiment le suivre comme de l'eau chaude qu'on a sur le gaz. En synchronisation temporelle globale de la centrale, ça c'est en fait le réglage de l'horloge. Et on fait ça aussi, en fait, au niveau du SIU, de nos équipements, les équipements de communication, et tout essayer des signaux auxiliaires au niveau d'une détention et autres. Donc, validation de la protection de découplage, donc seuil de fréquence, seuil de tension et de fréquence, simulation de sous-tension, sur-fréquence et sous-fréquence, c'est un nombre de distributeurs. Ça, par contre, c'est difficile à vraiment faire parce que on peut mettre la protection, mais on ne pourra pas simuler, on ne pourra pas en fait jouer sur la tension réelle en fait du réseau pour avoir une sous-tension, et on pourra attendre pour voir lorsqu'il y a une sous-tension, comment l'onduleur se comporte, sous-tension, comment ça se comporte. Dans le cas d'anomalie, comment ça se comporte, et on revient bon, et bon, c'est pas bon, et on revient encore pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, protection anti-islanding, validation du découplage immédiat en cas de coupure. Donc, ça, c'est possible. Quand seulement on envoie une commande d'ouverture au niveau du disjoncteur, peut-être NT ou du disjoncteur BT, et qu'en ce moment, il n'y a pas de problème. Rate of chance of frequency. Donc, ça, on a ça dans nos onduleurs, mais pour nos pays, avec un réseau pas très stable, ça, c'est conseillé de juste le désactiver parce que c'est en fait comme le taux de changement de la fréquence et on n'a pas notre fréquence ici, ça varie très très rapidement. Donc là, il regarde comment la fréquence varie. Si ça varie très rapidement en fonction du set point qu'on a mis, à un certain moment, il va découpler et puis il va reporter peut-être sur la fréquence ou bien sous-fréquence, mais au niveau de votre SCADA, vous allez voir que c'est toujours 50 Hz, vous ne comprenez pas. Alors que c'est en fait ce réglage-là. J'ai déjà eu un problème avec ça dans un projet au Burkina, à Congo. Et en fait, on ne se comprenait pas. Donc, le client était un peu fâché pourquoi les onduleurs sont en train de déclencher alors que notre fréquence. Mais une fois qu'on a regardé plus en profondeur, on a vu qu'en fait, la fréquence varie très rapidement. Donc, on a juste désactivé ce réglage. Donc, arrête d'urgence, e-stop, on vérifie ça, on vérifie si on appuie. Est-ce que tout s'arrête? Et est-ce que on peut enlever le e-stop sans la clé? Parce que le e-stop, il y a une clé. Et il faut, une fois qu'on est enclenché le e-stop, il faut la clé pour en fait venir désactiver cela. Donc, ça aussi, c'est un test à faire. Donc, le problème en général qu'on rencontre, c'est la polarité inversée, défaut d'isolement,
non-synchronisation, paramètres d'alarme transfo, en fait, qui ne sont pas bien cartographiés. Donc, il a été inversé, erreur de câblage au niveau des portes de jonction. Oui, ça, je rencontre cela beaucoup. Surtout le dernier projet que j'ai réalisé, repérage, test de tension au VOC et câblage complet. On teste, il y a un problème de qualité, on regarde pourquoi il y a un problème, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on corrige cela avant d'avancer. Défaut d'isolement, câble D s'est endommagé lors des remplissage des tranchées, ça peut être des causes, localisation par réflectorité et remplacement. Donc, par les techniques, ça, on n'en fait pas vraiment, sauf dans dans des pays comme l'Afrique du Sud et autres. Donc, on regarde ce que on essaie de suivre le string pour voir jusqu'où on a un problème d'isolement. Ça aussi, ça peut être provoqué par, il y a certaines centrales où on a attaché les strings au support en utilisant des colliers en fer. Ça, c'est très déconseillé parce que cela va en fait à la longue provoquer une coupure au niveau de l'isolant, provoquer une coupure de l'isolant. Et une fois qu'il y a une coupure de l'isolant, c'est-à-dire qu'on aura court-circuit entre le support et le câble qui a été coupé. Et comme le support est relié à la terre, en ce moment, on a ce câble qui est directement relié à la terre et on a un problème d'isolement. Et quand on a un problème d'isolement, l'ondulage s'arrête. Ça s'arrête. Ça ne rigole pas avec ça. Non synchronisation, paramètres de tension, fréquence hors plage, donc, mise à jour et ajustement des profils réseau, fait de transport, fait d'alarme transport, câblage, entrée-sortie physiquement relié au RTU, des câblages physiques selon le schéma interfonctionnel de boucle. Donc, un retour d'expérience terrain que je voudrais partager, c'est en fait, certains pensent que comme on a une centrale qui est énorme, ce sont les grosses erreurs en fait qui en fait vont causer le plus de problèmes. Mais non, en fait, ce sont les petites erreurs qu'on n'a pas détectées lors de la phase d'installation qui créent les plus grands retards lors de la mise en service. Donc, imaginons on a un string, deux strings, trois strings, défaut de polarité et défaut d'isolement. On peut passer un défaut d'isolement, je vous dis, on peut passer l'après-midi, tout un après-midi à chercher en fait le point où c'est truc. Donc souvent, pour gagner du temps, on l'isole seulement et on continue et après, l'équipe va en fait chercher le truc. Donc, ne présume jamais la qualité d'un raccordement. Ne présume jamais la qualité d'un raccordement, pas seulement un raccordement des installations mécaniques, électriques. Il faut toujours tester, valider et documenter chaque point. Et chez nous, on a notre checklist et il faut suivre la checklist de façon rigoureuse. Et donc, il ne faut pas avoir confiance à l'installateur. Je vous dis, il ne faut pas avoir confiance à l'installateur. Donc, meilleure pratique opérationnelle, local target, aucune intervention ne doit être réalisée sans consignation mécanique et électrique rigoureuse, utilisation des checklists standardisées, comme je le disais récemment, sauvegarde de configuration, donc assurer systématiquement les profils paramètres ondulants modifiés sur le terrain, communication inter-équipe, coordination permanente entre le constructeur, le fournisseur et le gestionnaire réseau. Donc, c'est ensemble qu'on réussit la mise en service. Donc, point clé à retenir, la préparation en amont, comme je le disais, le commission bien avant la mise sous tension, une revue minutieuse des schémas d'ingénierie prévient 80% des retards. La rigueur des tests, aucun raccordement ne doit être validé sur la simple confiance. Les mesures d'isolement et de tests physiques réguliers sont indispensables. La valeur financière, un commissioning réussi réduit drastiquement les coûts de maintenance futurs. Comme je le disais, un commissioning réussi, moins de panne, donc moins d'arrêt, moins de pertes économiques et moins de moyens qu'on met pour en fait remettre l'appareil en route. Donc, le commissioning, ça ne s'arrête pas seulement lorsque l'onduleur est en train de fonctionner. Ça ne s'arrête pas là. Ça va au-delà jusqu'à l'ONM. Donc, et maximiser les revenus de production dès le premier jour.
Donc, merci pour votre attention. Bon, on peut passer à la phase de questions-réponses. Il y a quelques deux, trois expériences que je voudrais partager. La première, c'est un projet euh, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, et comme je le disais, la mesure des tensions. C'était un collègue qui est allé, il a fait la mesure de tension. Il a vu que sur chaque onduleur, en fait, il y a un string qui a une tension anormalement bas, une tension basse. Donc, il a soulevé le problème avec le client et il s'est avéré qu'en fait, c'est la conception qui a été comme ça. Ce string-là a moins de panneaux connectés. Donc, les autres ont environ 24 panneaux connectés en série et lui, il se retrouve avec 20 panneaux en série. Et il va en fait sur le même MPPT que les autres ont string. Et quand on a fait la mise en service, ça n'a pas menti. Quelques jours plus tard, l'Angular a commencé à reporter, à signaler backfill current, c'est-à-dire que retour de courant. Et vu que ça persistait et que ça ne s'arrêtait pas, donc les Angular, deux ou trois Angular se sont arrêtés complètement et comme en anglais on dit lock, c'est-à-dire qu'ils se sont bloqués eux-mêmes pour ne pas en fait redémarrer. C'est une mesure de protection de l'équipement de l'onduleur et aussi des strains. Donc, quand donc, le client a commencé à faire la bagarre, quand on a vérifié, on a vu que voilà, c'est en fait un problème de truc. On doit pas, ce string ne doit pas être connecté avec les autres strings. Donc, soit on ajoute d'autres panneaux pour avoir la tension normalisée et le connecter, soit on l'isole complètement. Il ne peut pas fonctionner ensemble. Deuxième retour d'expérience, c'est bon, donc j'ai fait cette mise en service. Comme je le disais, ne jamais avoir confiance, toujours vérifier. Dans notre scope, au niveau de la partie MT, on n'a pas vraiment beaucoup à vérifier. On vérifie seulement que l'installation des câbles qui sont faits, c'est plutôt propre, on est content, on passe. Mais celui qui a fait cette installation, une fois qu'on connecte les câbles, il y a les bushings. C'est-à-dire que les bushings, qu'on doit mettre. Et je vous dis, le monsieur, je ne sais pas, il voulait faire quoi, de ces bushings, il les a pas mis. Et ça n'a pas menti. Dès qu'on a mis la tension 33 kV, je vous dis, ça a explosé. La cellule côté où on n'a pas mis les bushings, ça a explosé. Et en fait, ça nous a mis en retard de moins 10 jours, 10-15 jours. Donc, comme je disais, les petites erreurs qui nous causent en fait le plus grand retard, les petites erreurs. Donc, troisième projet, c'est un projet au Mozambique. Donc, c'est un système collègue qui a fait la mise en service. Récemment, le client m'a contacté pour un problème de déclenchement au niveau de leur disjoncteur au poste source. Et le déclenchement, en fait, c'est un déclenchement défaut à la terre. Mais bizarrement, nos transformateurs, en fait, ne déclenchaient pas. Et ils ont discuté avec le constructeur de disjoncteurs au niveau du poste MT. Et il s'est avéré que la faute existe réellement. Mais maintenant, pourquoi en fait ça ne déclenchait pas chez nous? On allait vérifier, ils ont trouvé qu'en fait, les paramètres qui sont entrés ne sont pas les paramètres en fait qui avaient été fournis. Maintenant, je ne sais pas exactement est-ce que qui était chargé de faire ça. Parce que généralement, on nous partage et nous, on entre ces paramètres-là. Je ne sais pas, est-ce que ça a été partagé? Est-ce que ça n'a pas été partagé? Donc, ça, c'est des petites erreurs d'inattention, en fait, qui causent les plus grands problèmes, les plus grands retards, en fait. Au niveau de la mise en service et au niveau de l'exploitation, on a tous les problèmes du monde parce que il y a un petit truc qui nous a échappé pendant la mise en service. Donc, c'est un peu ce que j'avais ce que j'avais à partager. Et maintenant, s'il y a des questions-réponses, je suis ouvert de les recevoir. Merci beaucoup.
pas si c'est moi, mais je n'entends pas vraiment. Effectivement. Grâce, tu as un problème de connexion ou quoi? Ça va, là, tu m'entends ou pas? Là, je crois que je me connecte avec mon téléphone. Ah, voilà, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Ok, super. Je disais que merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris des choses que je ne sais pas avant aussi. On n'est pas tous parfaits. C'est moi toujours que l'apprentissage de mes recherches. On a le même problème. Je pense qu'on a un même souci du micro. Sûrement. Latif, est-ce que tu peux prendre? Est-ce que tu peux prendre? Je peux prendre. Vas-y, prends. Le temps, je me connecte sur mon téléphone. Ok. Donc, merci à Bouri. C'était une présentation vraiment riche. Et j'ai beaucoup apprécié les retours d'expérience parce que c'est des cas vraiment réels qu'il a vécu. Soit lui-même, soit avec, à travers ses collègues, des projets réels. Donc, on se connaît, je vois ses publications et autres. C'est un ingénieur vraiment très compétent, complet. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui pour qu'il puisse nous faire ce webinaire-là. Donc, il est ouvert à vos questions. Mais il y a déjà une question au niveau de la barre de discussion. Donc, on demande qu'est-ce que pourquoi quand on contrôle la tension d'un string et que ça ne correspond pas à la tension inscrite sur le document. Il demande ce que ça engendre. Le fait que la tension du string ne correspond pas à la tension la tension du tiré théorique. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que ça ne correspond pas à la tension que le string devrait donner ou bien ça ne correspond pas à la tension, la plage de tension de l'onduleur? Bon, il peut préciser parce que effectivement tu as posé une bonne question. Si Gilles Sédani, est-ce que Gilles Sédani est là? Gilles? Est-ce que Gilles est là? Allô, Gilles? Ok, bon, on va essayer de répondre aux deux cas. Okay. Si la tension que le string donne n'est pas la tension à laquelle on s'attend, bon, il faut vérifier les datasheets, voir est-ce que... ok, je pense qu'il est là. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour poser la question? Parce que moi, je pense que la question, c'était pourquoi quand le contrôle de la tension d'un string ne correspond pas à la tension normalement prévue, pourquoi il faut les marquer sur le checklist, on va dire, sur la partie auto-contrôle. Je sais pas si c'est ça. Ou soit tu peux allumer ton micro pour me poser ta question, Gilles. Est-ce que tu peux activer ton micro? Bon, je sais pas s'il a un problème de micro. Le temps qu'il active son micro, on va peut-être prendre des autres questions. Il n'a pas le micro. Ok, pas grave. Il demandait, pourriez-vous m'expliquer le SCADA? Je sais pas si, je pense qu'on a parlé de ça. Est-ce que si tu peux encore apporter plus d'éclaircissements sur ce point? Ok, le SCADA, c'est en fait, c'est la supervision. C'est-à-dire que sur une centrale, on a plusieurs équipements. C'est-à-dire que on a le transformateur, on a les onduleurs, on a les stations météo,
Et on a plusieurs autres équipements, c'est-à-dire qu'au niveau, on a plusieurs cellules, c'est-à-dire qu'au niveau des transformateurs, on a des cellules, c'est-à-dire que le poste de transformation, et aussi au niveau du poste de livraison, on a des cellules. Donc, en fait, il faut avoir une vue générale de tous ces équipements-là. Donc, le SCADA, c'est là où on intègre tout ça. C'est-à-dire qu'on les intègre tous et on regarde les états, s'il y a des alarmes qui sont reportées, s'il y a des fautes, quelle est la production qui est faite par onduleur, la tension des strings, le courant des strings. C'est-à-dire que c'est là-bas vraiment on regarde une vue d'ensemble de la centrale, des équipements de la centrale. Donc, c'est vraiment important parce que souvent, récemment, j'ai fait face à une situation en Afrique du Sud. Le client m'a fait appel un matin pour me dire que il y a 2 de tes transformateurs, 2 sur 4 qui ont déclenché. 2 sur 4. C'est vraiment énorme. Quand il a fait les restrictions, il a regardé au niveau de le point de connexion côté MT du transformateur. Donc, le point de connexion qui quitte le transformateur pour aller au niveau de la cellule. Ce point de connexion, il a vu qu'en fait, il y a c'est-à-dire que le câble qui part à la connexion, en fait, il y a des cracks. Et il a pensé qu'en fait, que c'était à cause de ça. Mais le relais au niveau du transformateur n'a donné aucun défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de défaut qui a en fait provoqué le déclenchement. Quand on a poursuivi les investigations au niveau avec notre équipement de communication, le SCI, il s'est avéré qu'en fait, on a vu que c'est le SCI qui a déclenché le transformateur parce que le niveau d'huile était trop bas. Et on a vérifié le niveau d'huile, effectivement, c'était trop bas. Et je lui ai demandé, est-ce que le niveau d'huile, le défaut de niveau d'huile a été intégré à votre SCADA? Ça n'a pas été intégré. Mais si ça avait été intégré, vous aurez vu ça, la lampe au niveau de la SCADA, il serait dit, oh, l'huile est en train d'aller vers un niveau trop bas. Il faut qu'on arrête le transformateur et puis on remet l'eau. Mais ça n'a pas jusqu'à ce que le transformateur déclenche. Donc, ça, en fait, ça, c'est quand même, c'est une importance, en fait, du SCADA. C'est vraiment avoir une vue d'ensemble et en fait, prévoir. Parce que un des fois qu'on voit à l'avance, en fait, ça nous fait gagner du temps, de l'argent et de la production. Super. Je pense que c'est une partie très très importante qui va nous permettre de planifier aussi notre maintenance préventive aussi pour éviter les aléas ou même les petits décors qu'on peut retrouver sur les installations. Il y a une deuxième question qui est là. Quelles sont les grandeurs électriques du distributeur dont vous avez besoin pour paramétrer votre onduleur? Aussi, est-ce qu'en cas d'autoconsommation, le distributeur vous oblige d'avoir une protection de découplage? Ok. À mon niveau, je ne fais pas vraiment face à beaucoup d'autoconsommation. Mais on n'a pas les grandeurs électriques du distributeur, on ne demande pas vraiment ça. Mais en fait, comme je disais, on ne parle pas directement au distributeur, on parle à celui qui fait l'installation. C'est celui qui fait l'installation, la conception par le distributeur, et ça s'est dit, bon, voilà, c'est le paramétrage que nous on veut, en fait, que l'onduleur ait, que ce soit, ça puisse, en fait, vous puissiez vous connecter au réseau et puis injecter. Donc, une fois qu'ils ont ces paramétrages, ils viennent vers nous, et nous, en fait, on entre ces paramétrages. En fait, c'est ça. Donc, l'interface qui parle au distributeur, c'est celui qui fait la conception, et celui qui fait l'installation dans le PC. D'accord, merci. J'espère que Louange Bissou a reçu la réponse à sa question. Pour les strings, afin d'éviter les retours de courant, ne peut-on pas mettre les diodes en tête? Très bonne question. Bon. Il faut savoir qu'au niveau des onduleurs strings, j'ai eu à faire une petite étude sur les retours de courant. Et il s'est avéré que on n'a pas vraiment besoin de cette truc parce que ça dépend de combien de strings sont sur le même MPPT. Parce que les MPPT sont séparés. Donc, nos onduleurs strings, généralement, c'est deux entrées par MPPT. Donc, même si on a un retour de courant, c'est pas assez fort pour que, en fait, on ait un problème au niveau
du string. Parce que le string, il peut supporter un retour de courant au moins égal au courant du produit. C'est-à-dire que le IEC, là, il peut recevoir ce courant en retour sans problème. Mais une fois comme on a deux seulement, il n'y a pas de problème. Mais on peut les ajouter. Je dirais, le plus safe, c'est de s'assurer qu'on a à peu près la même tension, environ 50 volts de différence. Même si jusqu'à 50 volts, c'est pas bon, mais moins de 50 volts, c'est plutôt acceptable. Donc, c'est de s'assurer que notre topologie string, on a la même topologie string, on a les modules sont du même constructeur, le même nombre de modules par string. Il faut comment on appelle ça, l'inclinaison. Il y a la même inclinaison pour tous les strings. Donc, avec ça, on est assuré qu'on aura, en fait, à peu près la même tension partout. Effectivement, je pense que ce soit la tension et le courant, ça doit respecter la plage de l'onduleur, on va dire, pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir. Il y a une personne qui pousse, bon, elle, je sais pas c'est qui, il dit, y a-t-il un audit qui est fait pour s'assurer du respect des normes avant ou après mise en service? Ok, après la mise en service, au Burkina, on n'en fait pas vraiment, mais je sais qu'en Afrique du Sud, au Mozambique, on a fait, le distributeur vient et on fait le dry run test et on fait le test de conformité. On fait dire que c'est quoi? Test de conformité, on donne des set points, on regarde comment l'onduleur répond et comment l'onduleur répond aux set points. Est-ce que ça va se dévie au-delà de la plage? Est-ce que si on a, pendant le test, on a une déviation de tension, comment l'onduleur répond? Donc, il y a ce test qui est fait pendant, je pense, pendant 3 jours. Et en ce moment, on devrait pas avoir des onduleurs qui s'arrêtent dû à des problèmes inhérents aux onduleurs. Donc, souvent, on demande à ce que le constructeur des onduleurs soit sur place pour que si on a un arrêt, on puisse remettre l'onduleur très vite en marche. Donc, c'est à peu près ça. Super, merci. Gilles, je pense que pour répondre à ta question, c'est comme le système de smart battery qu'on a fait en gestion de projet, tu vois. C'est quand même un peu ça. Pas comme la GTP, on va dire, ça nous permet de détecter les anomalies, tu vois, qui peuvent intervenir sur un projet. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est pas la GTB dans le tertiaire, tu vois, mais c'est pas vraiment de la GTB en elle-même. Qui est-ce qui est souvent utilisé comme logiciel de supervision dans la majorité de vos projets sur les projets photovoltaïques? Il y en a tellement, mais je ne m'intéresse pas vraiment à ce truc. Mais je sais que il y a le logiciel Blue Logo qui revient très souvent, qui est beaucoup utilisé. Les autres, généralement aussi, les constructeurs, les EPC, ils construisent leur propre SCADA, ils construisent ça à l'interface A à Z eux-mêmes. Un logiciel type, donc peut-être le Blue Logo. Le Blue Logo, à part ça, il n'y a pas un qui revient vraiment. Ok, super. Merci. Il y a Lydie qui pose la question. Bonjour à tous, monsieur Drago, merci pour la présentation. J'aimerais savoir si le système photovoltaïque présenté est on-grid ou il s'agit d'un off-grid. Merci de votre éclairage. Est-ce que Lydia est là? Est-ce que Lydia est là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Ok, super. Bonsoir, merci. Merci, M. Ouedraogo. Merci à tous les panélistes. Au fait, je ne sais pas si j'avais suivi au début, et c'est de savoir quel type de système il s'agit. Parce qu'il a parlé de Burkina Faso, je ne savais pas s'il y avait cette possibilité d'injection du réseau. En fait, il s'agit de quel type de système qu'il présente, en fait. Ok. Je ne sais pas qui vous a compris. Toutes mes excuses, je pense que je n'ai pas précisé. En fait, je suis dans la grande construction, la construction des centrales.
Les centrales, généralement, c'est injection réseau. Donc, je suis dans le département en grande construction. Donc, ce qui est présenté ici, c'est connecté au réseau. Exact. Donc, vous avez parlé de l'Afrique du Sud, et puis, je me rappelle, vous avez parlé dans notre pays. Et il y a la possibilité d'injection dans ces pays, comme en Afrique, ici, l'Afrique du Sud, c'est possible? On a plusieurs centrales solaires qui injectent. Je pense qu'on a à peu près 5 ou 6 centrales solaires au Burkina. Au Burkina. D'accord, merci. C'était ma question. Lydie, je pense que, on va dire, moi je parle du Burkina, mais récemment j'ai vu un projet au Burkina de 22 ou 26 mégawatts. Là-dessus, je pense que tu as travaillé sur le projet, non? Non, je n'ai pas travaillé sur ça, non. Ah, c'est pas ça? Je crois que tu avais trouvé sur ça. Ah, ça c'est 17. Ok. Et ça, j'ai travaillé avec Boris dessus. Ok. Ouais. Parce que j'avais vu que sur LinkedIn, il y avait un article où on disait le Burkina commençait à injecter ses premiers. Enfin, c'est trop puissance au niveau du. Je vais dire, ouais, c'est intéressant. Parce qu'il y a moins de pays qui injectent en Afrique, surtout pour ne pas perturber le réseau. Plus qui injectent, c'est des pays qui ont un réseau assez bien structuré, je pense. Mais je pense que Lydie a trouvé la réponse à cette question. Marcel, l'enregistrement d'une nouvelle installation dans une maison ou un immeuble privé en Afrique, Cameroun ou Burkina, est-il obligatoire? Est-il une obligation pour l'installateur? Je sais pas. Est-ce qu'il est là? Marcel? Est-ce que Marcel est là? Parce que je n'arrive pas à Ah oui, bonsoir Marcel, je suis là. Bonsoir, je peux poser ta question. Oui, très très bien. Est-ce que je peux me poser ta question? Parce que je pense que c'est un peu mal écrit. Ok, super. Alors moi, je suis Marcel Nono, je suis ingénieur d'énergie renouvelable et je suis en Allemagne. Et nous, ici, on a l'habitude après installation, de pouvoir enregistrer l'installation via un installateur chez le constructeur, notamment du l'ongéleur. Je voulais savoir si en Afrique, notamment, précisément Cameroun, parce que je suis Camerounais, ou bien Burkina, s'il faut à tout prix enregistrer son installation solaire, notamment privée, avant de pouvoir l'utiliser de manière convenable, voire de pouvoir l'utiliser via son application et autres. Ok. Bon, il y a plusieurs enjeux. Ça dépend. Si ce sont nos installations qu'on fait dans notre petite maison, bon, on peut garder ça pour nous, pas de problème. Mais jusqu'à une certaine puissance, il y a des questions de garantie qui entrent en ligne du compte. Donc, forcément, il faut en fait faire la mise en service avec, c'est-à-dire qu'il faut vraiment collaborer avec le constructeur pour faire la mise en service. Ils vont vous suivre de A à Z. Même s'ils ne reviennent pas sur site, on peut faire de l'assistance à distance. Donc, vous montrez les procédures, comment faire. Vous prenez les photos, vous envoyez, vous regardez est-ce qu'ils sont contents de l'installation, tout ça. Après cela, ils vont vous donner un certificat de garantie. Généralement, c'est 5 ans pour les onduleurs. Donc, il y a ça. Chez nous, on a aussi, effectivement, une application mobile, Asuna Cloud. Et il faut se créer son compte sur la plateforme. Et une fois qu'on a créé, vous pouvez ajouter vous-même votre application, votre installation à faire sur la plateforme. Et à part de problème à ce niveau, vous pouvez faire ça vous-même, mais on peut aussi les ingénieurs services du constructeur peuvent vous aider en fait à faire cela. Et on va vous donner des accès parce que c'est votre installation. Donc, il y a deux enjeux, c'est les garanties, surtout les garanties parce que en utilité, l'utilité scale, c'est peut-être pas la peine de méga, donc c'est de gros investissements. Donc, la garantie, c'est obligatoire et aussi la suivi à distance. Donc, l'application dont je vous parle, vous pouvez rester chez vous. Si c'est une centrale, vous pouvez suivre votre installation qui est chez vous pendant que vous êtes en voyage ou bien vous connectez, vous regardez tout ce qu'il y a. Donc,
Oui, c'est possible. C'est possible de faire ça vous-même en collaboration avec le constructeur. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Bonne soirée. Je vous en prie. Je vous en prie. On a quelques questions déjà. On a fait Lydie, on a fait Marcel. Bon, alors, Oscar, Je sais pas. je suis ravi d'être parmi vous. Bon, là, c'est comme s'il nous encourage, il nous donne la force. Ok, merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup. Elle dit, le projet concerne beaucoup plus le solaire et ça tape vraiment à la fin, j'apprends tous les jours. Ok, donc il nous donne de la force. Ok, le webinaire est très constructif, merci. Ma question, comment faire pour se familiariser au produit Sango? Pour se familiariser, bon, le produit Sango, c'est comme le produit des autres constructeurs. Pour se familiariser, vous pouvez aller sur le site web de Sango. Et puis vous regardez les manuels d'utilisateurs que vous pouvez lire. Ça donne un peu vraiment beaucoup d'informations sur le produit. Donc, il y a tous les produits que vous pouvez voir, les résidentiels, commerciaux, industriels, grande construction, les batteries de stockage d'énergie et tout ça. Donc, c'est juste la documentation qui est disponible sur le site. Et bon, pour peut-être ajouter quelque chose, quand moi j'ai réussi à maîtriser les produits Schneider, moi je faisais des trucs de projet sur ma Schneider. Quand je dis projet, ça peut être un tableau pratique. Hein. J'invente un cahier de charge, je fais le projet, je réalise, je rentre dans le site de Schneider, je regarde leurs produits. Et là actuellement j'ai presque tout ça soit interrupteur, disjoncteur et autres dans la tête. Voilà, c'est de se mettre dans ce exercice-là pour pouvoir retenir en fait. Ok, Mustapha, je pense que c'est bon. Maintenant, Louange. Merci pour... est-ce que pour ces projets d'envergure, les pays font appel à des maîtres d'œuvre locaux? Oui. Il faut, pour les projets d'envergure, ce n'est pas seulement le gouvernement. Il y a, comme je disais au début, il y a les développeurs de projets, les producteurs indépendants d'énergie qui développent leurs projets, qui font l'installation. Et il faut savoir que généralement, c'est pas forcément local contre international. C'est qu'est-ce que votre offre technique et financière, c'est comment? C'est de prendre la plus intéressante en termes de technique et de financier. Ouais, c'est l'appel d'offres, ça doit dépendre de l'appel d'offres. C'est ça. C'est pour le projet récent sur lequel Latif et moi on a travaillé, l'entreprise, c'est une entreprise locale qui a construit. Et l'ingénieur conseil, c'est une entreprise locale bien fait en partenariat avec une entreprise française, mais locale. Et comme par hasard, l'ingénieur Samuel qui vient pour faire la mise en service, c'est un ingénieur local du pays aussi. Donc c'est un projet 100% vraiment expertise locale. Donc oui, il peut arriver. Soumaïla, bonsoir, merci pour la qualité de l'exposé. Est-ce possible d'avoir le support de présentation? Souvent, les sports, on les renvoie dans le groupe de la formation. Je ne sais pas si c'est dans le groupe SBAL. Après, si tu es dans le groupe SBAL, forcément, tu vas forcément recevoir la présentation de support, peut-être à la fin ou ce soir ou peut-être demain, quand on va renvoyer l'enregistrement de la séance. Donc ça, il n'y a pas de souci. Louange Mobissou, magnifique. Louange, est-ce que tu es congolais? Ouais, je suis congolais comme toi, grâce. Ah ouais, super. Parce que le nom, je dis, je
assassin congolais. T'es à Brazza? Non, disons, ouais, je suis en Brésil, mais ça fait 10 ans que je suis en France, en fait. Ah, je suis en France aussi. Ouais. T'es sur Paris ou... Ouais, j'ai rejoint Paris il y a 2 ans, mais sinon avant j'étais à Marseille, Grenoble et tout. T'es étudiant ou tu travailles déjà? Non, ça fait 6 ans que je travaille en fait dans le domaine de l'électricité industrielle et aussi j'ai fait tout ce qui est data center, tout ce qui est conception des centrales groupes électrogènes et autres. Je suis sur le LinkedIn déjà et tout, et je suis dans le groupe aussi, donc... Ok, bah, on va dire, n'hésite pas à me laisser un message sur LinkedIn, ça sera un plaisir d'échanger. Okay. Après, je vais laisser mon numéro dans le chat où tu peux m'envoyer directement un message sur oui, bien sûr, avec plaisir, en tout cas. Super. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça, de compatriotes qui se trouvent dans un webinaire, c'est intéressant. Ouais, je te jure, ça fait plaisir. Parce que moi, quand je vois le nom, je me dis, ça c'est un Congolais, franchement. Merci pour vos partages. J'ai cru comprendre qu'au Burkina, on accepte maintenant l'injection réseau à la Sonabet pour les particuliers en respectant les conditions. Mais je pense qu'il y a des centrales qu'on injecte. Après, c'est plutôt les grosses centrales, on va dire, au sol. Pas pour les domestiques ou les résidentiels, on va dire. C'est souvent les grosses puissances. On peut avoir les diapos. Bah, les diapos, oui, dans le groupe, les diapos seront envoyés. Si Monsieur Boris nous permet si il nous renvoie des diapos, t'inquiète, tout sera envoyé. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a ceux qui veulent prendre la parole, le micro, il suffit d'activer le micro et puis poser vos questions avant de chuter. Pour la question de Hakim, est-ce que Boris a une réponse? Bon, je sais pas, est-ce qu'il a des éléments? Ok, en fait, je dirais, on peut avancer vers ça, mais on a beaucoup de défis sur notre réseau avant de pouvoir en fait permettre aux particuliers d'injecter dans le réseau. Parce que notre réseau est du type central, c'est-à-dire qu'on a des points de production centraux. Et en fait, on arrive à faire la gestion de la tension jusqu'au distributeur. Donc, on sait que la tension ne va faire que baisser. Mais par contre, si on permet aux particuliers d'injecter, on a certains points nous rendre des subtensions. Et cette gestion est vraiment, c'est laborieux. On n'a pas encore la technologie pour permettre cela. Donc, il nous reste encore du boulot. Hakim. Bon, Hakim, je sais pas vraiment la puissance, mais on va dire que c'est souvent pour des grosses puissances. C'est pour les industriels. Enfin, ça va dépendre aussi. Je sais pas si Boris a cette question. Après, si t'es du Burkina, je pense que Latif et Boris, ils sont mieux placés pour te répondre à cette question. Parce que chez nous, peut-être, par exemple, au Congo, jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'injection au réseau. Après, il y a injection, bah, il y a des gens parfois qui, en fait, il y a des systèmes hybrides. Mais c'est pas forcément l'injection au réseau. Les hybrides, on va dire, le réseau, il est juste en appoint pour charger peut-être les batteries ou faire du bypass, on va dire. Mais pour ta question, si c'est du on-grid que tu parles, je pense que si c'est le Burkina, Latif ou soit Boris sont mieux placés pour répondre à ta question. Après, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, dire un mot, il suffit d'activer le micro avant de pouvoir chuter. Pour la puissance, bon, moi j'avais entendu dire qu'à partir de 5 kilos, on pouvait injecter. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sûrement une tonne de conditions à remplir? Mais ce que j'avais cru comprendre, c'était à partir de 5 kilos, on peut injecter. Après, si vous me permettez, je peux juste compléter aussi, apporter une précision. En fait, les réseaux à l'époque, c'était fait pour fonctionner que dans un seul sens. Quoi. Donc, il y avait, au moment où on produisait, jusqu'à de la consommation, en fait, ça allait que dans un seul sens. Et du coup, nos réseaux, pour nos pays, en fait, d'Afrique, on va dire, même en France, en fait, à l'époque encore, ça fonctionnait que dans ce sens. Et quand, disons, les productions décentralisées sont arrivées et tout, il fallait maintenant gérer les deux sens
en fait, de flux, en fait. Parce que déjà, les protections, il faut savoir que les protections étaient adaptées que dans un seul sens. Donc, si y avait un courant qui remontait, ben, ça déclenchait un défaut. Donc, les réseaux n'étaient pas conçus pour voir le courant passer dans les deux sens. Et donc, la France, les gens ont emboîté le pas et tout. Et là, c'est bien parti. Même pour de la basse tension, ben, on a beaucoup décrié le compteur Linky. Mais le Linky permet notamment aussi de faire l'injection au réseau, en fait, en basse tension, bien sûr. Donc, par exemple, ça, on l'a décrié, mais c'est un concentrateur aussi qui donne des infos, notamment au niveau des centrales et tout, pour voir, en fait, combien ils consomment, combien ils appellent de courant et combien on ressort, en fait, pour pouvoir régulariser un peu tout ça. Donc, c'est ce que Boris disait que le réseau en Afrique, actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas encore franchi le pas. Donc, ça va venir petit à petit pour les petits consommateurs, en fait, parce que qui dit petit consommateur, donc dit plusieurs productions décentralisées, donc ça peut être difficile à gérer en même temps. Donc, je pense que ça va venir petit à petit, mais pour l'instant, je crois que les pays se concentrent d'abord sur des très gros producteurs, en fait, pour pouvoir faire de l'injection réseau. Donc, c'est juste ce que je voulais compléter, en fait. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Des commentaires? S'il n'y a plus de questions, on va chuter peut-être. Avant de chuter, bah, la Latif avait une petite annonce à annoncer. Je ne sais pas si je peux partager ton écran. Latif, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Ok. Plus de questions? Ok, bon, donc, c'est toujours intéressant de voir ça. Ça veut dire que notre intervenant a bien expliqué et que c'est bien expliqué. Donc, on va faire une ouverture sur notre prochain webinaire qui va amener une personne encore qui est très compétente. Là, on va maintenant partir dans tout ce qui est, je vais dire, ça sera pas hard skills, comme ce qu'on a mis aujourd'hui, qui est très technique. Ça sera vraiment tourné vers, comment on fait pour mettre ça? Voilà. Donc, de la demande à la solution, ce qu'un industriel attend vraiment d'un produit solaire. Donc, vous pourrez nous retrouver le 11 juillet à 17h GMT comme d'habitude. Nous serons avec un grand frère, voilà, un grand frère en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Il s'appelle Salomon Asoko, c'est un energy manager. Donc, j'espère que vous êtes emballé par le thème et on se donne rendez-vous le 11 juillet. Je passe la parole à Grace pour conclure. Super. Merci beaucoup déjà. Merci à tous. Merci à vous tous qui avez consacré votre temps, votre 1h30 de pouvoir participer à ce webinaire. C'est toujours un réel plaisir pour nous de pouvoir faire notre partage de connaissances avec toutes les personnes. Pour Oscar, je pense que si tu continues à suivre, je pense que tu vas bénéficier encore une fois de plus. Parce que l'objectif de SBAL, c'est ça, on va dire, partager de la connaissance, faire un éveil, on va dire, de conscience ou de connaissance, pour pouvoir permettre à nos frères, à nos confrères, de pouvoir avoir des compétences et aussi de les mettre en pratique sur le marché de l'emploi. Parce que aujourd'hui, le marché de l'emploi, non seulement il est saturé, mais les entreprises cherchent des personnes qui peuvent apporter de la valeur ajoutée assez rapidement. Et c'est dans cette optique que nous positionnons avec notre vision à nous de faire des webinaires assez régulièrement. Chaque samedi, 2 fois, c'est 2 samedis dans le mois. Merci Louange. Parfois, c'est deux webinaires dans le mois. Donc, essayez d'aller chercher des profils assez intéressants en Afrique. Et même à l'international, je pense que nos 2 derniers webinaires, c'est des personnes qui vivent en France, qui ont participé.
Le prochain webinaire, ça sera avec une personne qui est en Côte d'Ivoire, qui va nous partager son expérience. Et ce qui viendra après, ça sera aussi très, très important, mais on va vous laisser en suspense avant de pouvoir vous dire. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, comme d'habitude. N'hésitez pas à donner de la force. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à vous partager le lien. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur LinkedIn, parce que ça nous permet aussi de nous donner de la force et aussi nous rendre crédible dans tout ce que nous faisons. Donc, justement, on va faire des retours d'expérience sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à les repartager, à les commenter pour le bien de toutes les personnes. Donc, ça a été un plaisir. Merci aussi à Boris aussi. Merci pour l'énergie que tu as consacrée à ce webinaire. Donc, nous te sommes très, très reconnaissants. Si vous avez un mot de la fin, peut-être que je vais vous laisser la parole avant de pouvoir nous dire au revoir. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin que tu peux peut-être dire à toutes les personnes présentes. Ok. Je voudrais commencer par dire merci pour la considération et puis pour l'invitation. Je suis très, très content et très émerveillé par SBAR, tout ce que vous faites, et surtout pour ces webinaires qui sont quand même très intéressants. En plus, je voudrais remercier tous les participants qui ont pris leur temps pour écouter ma modeste personne parler ce soir. J'espère qu'on aura appris quelque chose et qu'on se retrouvera sur d'autres occasions. Merci. Merci beaucoup, Boris. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. On se retrouve samedi 11 juillet, 17h GMT, 19h pour ceux qui sont en France, avec le même plaisir, même énergie, et surtout, d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous.